Bien, bonjour à tous. Merci voilà, de vous être tirés aussitôt du lit ce matin pour venir m'écouter. Donc, Annie Danstetter m'a contacté il y a de ça quelques mois à l'occasion du Festival des abeilles et du miel qu'organise mon association chaque année. Cette année, c'était la 3e édition. La prochaine édition aura lieu les 30 et 31 mai 2015. La date est déjà fixée, donc à Bussière, à la Robertsau. Elle m'a demandé si je pouvais animer une conférence sur les abeilles et sur les bienfaits des différents produits de la ruche. J'ai accepté avec plaisir et j'espère que nous allons passer ensemble un bon moment. Alors, l'abeille est présente sur la planète, hein, ça a été confirmé encore récemment là, par des recherches depuis environ 100 millions d'années. Donc vous voyez, elle a largement précédé la présence de l'homme sur la planète et elle a développé un système de coévolution avec les plantes à fleurs. C'est à peu près à cette époque-là que les plantes à fleurs se développent. Et ce système de coévolution est basé sur quoi? Eh bien, les plantes offrent à manger, hein, de quoi se nourrir et de quoi se soigner aux abeilles. Et en contrepartie, les abeilles vont faire le vecteur, hein, elles vont en fait permettre aux plantes de faire l'amour et voilà, de transporter le pollen d'une plante à l'autre pour assurer la multiplication des espèces. Et elles participent aussi bien sûr à la biodiversité. Ici, vous avez une photo, en fait, une photo d'une gravure rupestre qui a été prise dans une grotte en Espagne, la grotte de l'Araignée, près de Valence. Et cette peinture a été datée de moins 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Eh bien, on peut voir une forme humaine, hein, avec des hanches relativement bien marquées, ce qui pourrait laisser à penser que c'est une femme. Et cet humain tient dans sa main un récipient et elle plonge sa main en fait dans un nid d'abeilles suspendu, alors soit un tronc ou une liane, et on devine ici les abeilles, hein, qui ont été dessinées sur la paroi. Donc l'homme déjà à cette époque-là avait compris tout l'intérêt de côtoyer les abeilles pour une raison particulière, c'est que le miel est à l'époque le seul édulcorant connu. Et pendant encore très longtemps, jusqu'à ce qu'on découvre, voilà, un petit peu, voilà, 400-500 ans avant l'ère chrétienne, on découvre la canne à sucre et on commence à l'exploiter. Bien sûr, les Égyptiens, eux également, ont côtoyé les abeilles. Ils en ont tiré un certain nombre de bénéfices, hein. Alors, sur cette gravure, qu'est-ce qu'on voit? On voit des ruches qui sont ici alignées. Donc, ce sont des ruches allongées en terre cuite. Et on devine voilà, les abeilles, hein, qui vont et viennent aux alentours de ces ruches. Les Égyptiens, bien sûr, consommaient le miel. Ils en ont d'ailleurs fait un alcool, hein, ils ont fait de l'hydromel. Ils ont également utilisé d'autres produits comme la cire, hein, ou la propolis pour embaumer les corps, hein, et momifier les pharaons ou les personnages illustres d'Égypte. Alors des médecins, il y a déjà très longtemps, hein, Hippocrate, hein, 400 ans avant Jésus-Christ, on laissait des témoignages, hein, qui ont été repris, et il recommandait en particulier l'adjonction de miel, hein, dans les onguents pour soigner les plaies. Donc les médecins avaient déjà compris qu'ils pouvaient tirer un certain nombre de bénéfices, en particulier certaines substances comme le miel, pour soigner les gens. Un peu plus récemment, Avicenne, hein, également médecin, astronome, philosophe, a laissé lui des écrits, et il vante les vertus cicatrisantes et anesthésiantes de la propolis. Alors quand on parle d'abeille, il ne faut pas voir l'abeille comme un individu, hein, comme un être isolé. L'abeille vit en colonie, et à ce titre-là, il faut considérer un peuple d'abeilles comme un organisme complet, ce qu'on appelle un métaorganisme, où on pourrait faire des parallèles, hein, entre la ruche. Alors, l'habitat naturel de l'abeille, c'est le tronc d'arbre creux, hein, ou une grotte.
pourrait constituer en fait, par rapport à nous, hein, l'enveloppe de protection, hein, qui est la peau. Les cadres pourraient en constituer la structure interne, donc le squelette. L'arène est la matrice sexuelle, puisque le rôle de l'arène est uniquement de pondre, hein, et de multiplier et d'assurer la survie du peuple en renouvelant les générations. Les faux-bourdons représenteraient le liquide séminal, les magasinières, l'appareil digestif, les butineuses, les organes de préhension de cet organisme, donc les jambes et les bras, hein, ce sont les butineuses qui vont aller chercher donc, de la propolis, du nectar, du miellat, de l'eau, du pollen à l'extérieur et à des distances relativement importantes. Les gardiennes constitueraient le système de défense, hein, et les phéromones, hein, le système hormonal de régulation de l'ensemble. Donc, pour aborder les différents produits de la ruche, j'ai décidé de choisir un certain ordre et on va commencer par la cire. Alors, il faut savoir que la cire est sécrétée par 4 paires de glandes, hein, qui se trouvent sur l'abdomen de l'abeille et elle va attraper avec ses pattes et qu'elle va travailler, qu'elle va malaxer avec ses mandibule. Elle va la mélanger avec un certain nombre de produits pour l'allonger un petit peu, car c'est très très coûteux en énergie, hein, pour les abeilles de fabriquer de la cire. On considère que pour fabriquer 1 kg de cire, il faut l'équivalent de 10 kg de miel en énergie. Donc, cette cire eh bien, elle va être travaillée, elle va être malaxée, donc elle va être allongée avec de la propolis, hein, pour ses vertus prophylactiques. Elle va la mélanger avec du pollen, c'est ce qui va lui donner sa couleur, parce que une écaille de cire est incolore. Elles n'ont pas de couleur, les écailles de cire. Donc, on voit progressivement que, en fonction de l'environnement, eh bien, la couleur va aller du jaune en passant par des orangés ou des bruns. Et cette cire, ces cadres de cire ont une double fonction, à la fois celle d'être le garde-manger de la colonie, puisque les abeilles vont y stocker le nectar déshydraté ou le miellat déshydraté qui va se transformer en miel, mais également le pollen à proximité du nid à couvain. Alors la deuxième fonction de ces cadres, eh bien, c'est la fonction de couveuse. Ici, vous avez une photo avec des cellules qui sont en fait, certaines sont ouvertes, donc ici vous avez trouvé un peu de miel, ici on devine un peu de pollen, mais les alvéoles qui sont fermées ici contiennent en fait des larves qui sont en train d'évoluer, de faire leurs différentes nymphoses pour arriver au stade de l'imago, donc de l'adulte complet, de l'insecte complet. Alors la cire a des particularités, hein, dans sa composition. Bien sûr, elle est constituée principalement d'acides gras, des hydroacides, des alcools et puis des pigments. Alors, elle a également des particularités physiques qui sont qu'elle est solide, hein, à partir de 20 degrés, qu'elle est cassante à moins de 18 et que son point de fusion tourne aux alentours des 65 degrés. Donc cet élément a une plasticité remarquable qui va être utilisée par l'industrie en particulier. Alors, elle a des particularités encore, comme elle résiste aux acides et aux enzymes, et elle a une densité de 0,95, donc ce qui fait qu'elle flotte. Alors les usages de cette cire, eh bien, ils sont nombreux, et vous ne les imaginez même pas. Puisqu'on va les retrouver, on va retrouver de la cire à peu près partout. On va par exemple en retrouver dans les encres d'imprimerie. On va les retrouver, alors c'est un isolant, un très bon isolant, donc on va la retrouver dans l'électronique. On va retrouver de la cire, ça va bien sûr être utilisé par la pharmacie, hein, pour ses particularités. On va la retrouver dans les baumes, dans les onguents, dans les rouges à lèvres. Donc au quotidien, vous utilisez un certain nombre de produits où la cire est incorporée et vous ne le soupçonnez pas. Et tout ça grâce à des particularités, hein, qui sont utilisées principalement dans la pharmacopée, des propriétés antibactériennes
et hydrophobe, ce qui permet en fait, d'assurer des enrobages, hein, donc tous les pilules, les dragées, les cachets que vous prenez eh bien, contiennent de la cire, ce qui permet à la fois de protéger les molécules qui sont à l'intérieur, mais aussi d'éviter l'agglomération. Par exemple, les bonbons, hein, les bonbons en gomme, les grains de café que vous achetez dans le commerce, hein, qui sont brillants. Pourquoi ils sont brillants, les grains de café? Parce qu'ils sont enrobés de cire. Les pommes que vous achetez dans le commerce, c'est la même chose. Cet aspect brillant, en fait, vient de la cire. Donc, pour ce qui est de l'usage médical, alors il y a une action épaississante, hein, et excipiente qu'on va retrouver dans les pommades, les crèmes. Voilà ce qu'on peut dire pour la cire. Il faut savoir que les apiculteurs réutilisent la cire, hein, ils la font fondre. Un cadre va être occupé par plusieurs générations de jeunes abeilles en devenir, et puis ces nymphes vont avoir des mues, et ils vont laisser des petits déchets, des détritus qui vont s'accumuler dans ces cires et qui vont la noircir, et également rétrécir en fait leur diamètre. Donc au bout d'un moment, l'apiculteur, hein, de façon optimale, hein, tous les 2 ans, est obligé de renouveler ses cires. Donc il faut faire attention à ça, parce que plus le diamètre est réduit, moins l'organisme a de place pour se développer, et donc ça donne des abeilles plus petites, et donc avec une durée de vie qui sera inférieure. Alors, le miel, vous connaissez tous le miel. Je pense que vous avez déjà tous goûté. Alors, le miel trouve ses origines dans 2 substances. Une, vous la connaissez généralement, c'est le nectar, hein, qui est donc la récompense dispensées par les plantes qui sont en concurrence les unes avec les autres. Hein, les plantes à fleurs sont en concurrence les unes avec les autres, donc elles veulent absolument attirer les insectes. Et pour ce faire, elles vont mettre en place des stratégies. Hein, c'est ce qui explique que vous avez autant de formes de fleurs différentes, vous avez autant de couleurs différentes. Il faut savoir que l'organe de vision de l'abeille lui permet d'aller voir jusque dans l'ultraviolet. Et les couleurs des fleurs ne sont pas faites pour nos yeux, elles sont faites pour les yeux des insectes. Donc lorsque vous voyez par exemple un coquelicot, nous il nous apparaît rouge, c'est-à-dire que la grande longueur d'onde du rouge, voilà, n'est pas absorbée, hein. Donc c'est ce qui nous renvoie cette longueur d'onde, et ce qui nous permet, nous avec nos yeux, de voir le coquelicot rouge. Mais pour une abeille, le coquelicot n'est pas rouge du tout. Pour l'abeille ne peut pas voir, ne voit pas le rouge. Pour une abeille, un coquelicot va être de couleur anthracite, hein, un gris très foncé, proche du noir. Par contre, il y a des pigments dans le coquelicot qui vont renvoyer les ultraviolets, et donc pour une abeille, un coquelicot est noir, marbré d'ultraviolets. Donc, elles mettent en place des stratégies, donc les couleurs. Elles vont aussi les inciter à les visiter en proposant du nectar, hein, cette substance sucrée, hein, relativement diluée. On va tourner entre 15 et 20, 25% de sucre, le reste étant de l'eau. Donc le nectar vous connaissez, mais la deuxième substance qui est utilisée par les abeilles pour fabriquer du miel, eh bien, c'est ce qu'on appelle le miella. Donc le miella, vous le connaissez sans vraiment le connaître, c'est cette substance collante que vous allez retrouver à la surface de vos plantes d'appartement, et qui souvent est colonisée, hein, comme c'est un sucre, enfin il y a plusieurs sucres colonisés par des champignons, qui vont donner un feutrage noir qu'on appelle la fumagine, et qui vont ensuite amener progressivement au dépérissement de la plante. Vous l'avez aussi rencontré, ce miella, si vous avez des véhicules personnels. Lorsque vous vous garez sous un arbre, il arrive parfois que le pare-brise, voilà, soit moucheté de petits points collants qu'on n'arrive plus à débarrasser avec ses essuie-glaces. Eh bien, c'est du miella. Alors, ça pourrait être un miella d'érable, un miella de tilleul, par exemple, ou un miella de conifère. Donc, cette substance-là, pour qu'elle soit produite, il faut un autre insecte. Généralement, c'est un insecte piqueur-suceur. Alors, pour les plantes d'appartement, généralement, c'est de la cochenille. Mais à l'extérieur, hein, on trouvera de la cochenille, mais principalement du puceron. Donc, il y a une grande variété de pucerons qui sont généralement inféodés aux plantes qui vont coloniser.
Donc le puceron du sapin n'ira pas sur le rosier, par exemple, hein. Ils sont vraiment inféodés aux plantes qu'ils colonisent. Et donc cet insecte piqueur-suceur va pomper, va enfoncer en fait son rostre dans les tissus de la plante à la recherche du phloème, c'est-à-dire les vaisseaux qui vont faire transiter la sève élaborée après la photosynthèse vers les organes de réserve de la plante. Donc cette substance est très riche, hein, cette sève est très riche en sucre, et elle va transiter par le tube digestif du puceron. Or, le puceron a un tube digestif avec des enzymes qui lui permettent de digérer que certains sucres et pas d'autres. Donc le bol fécal du puceron contient à la fois des matières digérées et des sucres incomplètement ou non digérés. Et lorsqu'il va lâcher son bol fécal, ça va tomber sur la végétation et c'est ce qu'on appelle le miel. Donc les fourmis et les abeilles sont des grands amateurs de cette substance sucrée. Et l'abeille va ramener cela à la ruche et en faire du miel. Donc elle va concentrer en fait les sucres, principalement par osmose à travers les parois d'une poche qu'elle a dans son abdomen, qu'on appelle le jabot. Elle va ensuite échanger par trophalaxie, c'est-à-dire d'échange de langue à langue. Hein. Elles vont, en se transmettant leur butin, déshydrater le miela et le nectar pour en faire du miel. Alors, dans un miel, pour qu'un miel puisse se conserver, il faut qu'il y ait moins de 20% d'eau. Donc, avec des miels ou des nectars qui tournent aux alentours entre 20, 30% de sucre, vous voyez que le travail de déshydratation est relativement important. En plus, l'abeille va en partie, grâce aux enzymes qui se trouvent dans sa salive, digérer, hein, donc découper. Hein, les enzymes, c'est quoi? C'est une paire de ciseaux qui permet en fait de découper les longues chaînes, les longues molécules pour en faire des sucres simples qui sont facilement assimilables par l'organisme. C'est ce qui fait une des qualités du miel, c'est lorsque vous absorbez le miel va rapidement passer dans votre organisme sans le fatiguer justement à le digérer. Donc la butineuse, lorsqu'elle part au champ, au petit matin, hein, les premières butineuses à partir sont les butineuses les plus anciennes, celles qui ont le plus d'expérience, celles qui connaissent bien le milieu, qui connaissent bien les gisements. Et elles vont aux alentours du rucher repérer des gisements et elles vont évaluer la qualité du gisement, à la fois dans le nombre de fleurs présentes, donc elles arrivent à évaluer la quantité de nectar ou de miel disponible. Elles vont tenir compte de la distance qu'elles ont parcourue, parce que plus la distance, l'abeille a un capital alaire qui est déterminé. Les chercheurs ont déterminé qu'une abeille volait environ 800 km. Donc à partir du moment où les trajets sont longs, elle va faire beaucoup moins de voyages, elle va s'user plus vite. Et lorsqu'elle a usé complètement son capital alaire, généralement, elle part une dernière fois au champ sans avoir la force de revenir. Donc, ce qui fait qu'elle meurt à l'extérieur et pas à l'intérieur de la ruche. Hein. Pour les questions prophylactiques, c'est vraiment, vraiment optimum. Donc l'ancienne butineuse va donc évaluer la quantité, elle va calculer la distance, et elle va également goûter le nectar ou le miel pour en évaluer la concentration en sucre. Et ensuite, elle va jeter son dévolu sur un gisement, disons, le gisement qui va représenter le meilleur rapport entre ces trois facteurs. Une fois qu'elle a jeté son dévolu sur un gisement, elle va revenir à la ruche et elle va pratiquer une danse qui a été mise en évidence par Karl von Frisch, qui a d'ailleurs, à cette occasion-là, obtenu le prix Nobel de médecine. Et cette danse va donner des informations à ce qu'on appelle les suiveuses, hein, donc les butineuses moins expérimentées, qui vont ensuite assimiler les informations que va ramener ou va transmettre la première butineuse. Et donc elle va noter par sa danse, elle va connaître la distance qu'elle va être obligée de parcourir. Elle va lui indiquer un azimut, c'est-à-dire une direction par rapport au soleil, hein, par rapport à la course du soleil. Et elle va également lui indiquer la nature des plantes à visiter. Alors, soit, si c'est sur une très courte distance, grâce au parfum des fleurs qu'elle a visitées, qui sont encore pris dans ses soies, hein, parce que
les abeilles ont, comme vous le voyez sur cette photo, un corps très 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 poilu. Ou alors, elle va laisser perler, au bout de sa langue, eh bien, une goutte de nectar ou de miella pour transmettre l'odeur à ses congénères. Alors, la composition du miel, donc principalement des sucres, simples et complexes, de l'ordre de 80 à 85%. Donc, pour vous donner un exemple, pour participer par exemple au concours des miels d'Alsace, ce que je fais déjà depuis plusieurs années, eh bien, il faut que votre miel contienne moins de 18% d'eau. C'est la condition pour que ce miel puisse se conserver. Il y a d'autres insectes qui fabriquent des miels, mais qui n'arrivent pas à les déshydrater autant que l'abeille, ce qui fait qu'en fin de saison, eh bien, ils se mettent à fermenter, et ensuite ils sont pillés, principalement par les guêpes et les frelons. Donc 80 à 85% de sucre. Donc l'eau, une part à ce moment-là beaucoup plus restreinte, de 15 à 20%. Et puis on va retrouver des protéines. Alors sous quelle forme? C'est le pollen qui va en fait se mélanger à ce liquide sucré. Des acides aminés, des vitamines, des enzymes. Alors ces enzymes sont apportées en fait par la salive de l'abeille. Et puis des minéraux, alors qui varient de 0,2 à 1%. Alors les miels faiblement minéralisés sont des miels clairs. Si vous prenez un miel d'acacia, lorsque votre miel passe en laboratoire, on va mesurer en fait la concentration en sel, on va mesurer la conductivité électrique. Les sels favorisant la conductivité électrique, eh bien, on parle à ce moment-là, l'unité de mesure, c'est des millisiemens par centimètre. Pour vous donner un exemple, un miel d'acacia va osciller entre 200 et 300 millisiemens par centimètre. Et puis, il y a des miels qui sont beaucoup plus chargés, beaucoup plus chargés en sels minéraux, et c'est principalement les miels de miella. Pourquoi? Parce que ces sels minéraux, on va les retrouver dans la sève. Donc un miel de sapin, lui, toujours mesuré en millisiemens par centimètre, va osciller entre 900 et 1100, 1150, 1200, voilà, pour faire un comparatif. Et bien sûr, on va trouver des substances aromatiques qui vont donner le parfum au produit fini. Alors, quel est l'intérêt du miel? Alors, le premier intérêt, pour moi, c'est que c'est bon. C'est bon. Effectivement, tous les matins, avec du bon pain et du beurre, sur une tartine, il n'y a rien de meilleur. Alors, pour ce qui est de la santé, alors le miel a des effets en fait prébiotiques, ce qui va stimuler un certain nombre d'organismes qui se trouvent dans la flore intestinale, et en particulier les lactobacilles et les bifidobactéries, qui vous assurent un bon transit et une flore intestinale de bonne qualité. Bien sûr, c'est un aliment également énergétique parfait, puisqu'il est très rapidement assimilable par l'organisme. Alors, ce que je peux encore ajouter, c'est que, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que une abeille adulte n'a pas besoin de protéines. Donc les abeilles adultes n'ont besoin que de glucides. Et donc elles digèrent en fait, elles cassent grâce à leurs enzymes ces longues chaînes de façon à avoir des sucres qui soient plus facilement assimilables par l'organisme. Alors le miel a aussi d'autres effets. Il a des effets antibactériens. Alors tout ce que je vous dis là, pour les effets, ce sont des effets prouvés. Ce n'est pas des supputations, s'il y a des supputations, j'y ferai référence, mais ce sont des qualités qui ont été prouvées. Et pour préparer cette conférence, je me suis appuyé sur des documents qui ont été mis à disposition par l'AFA, c'est l'Association francophone d'apithérapie, qui est dirigée par le docteur Becker, qui est un Alsacien, et qui prône l'utilisation des produits de la ruche dans la pharmacopée humaine. Mais ils s'appuient, et ils mettent en place un certain nombre de produits. Par exemple, on peut aujourd'hui retrouver dans les hôpitaux du miel en tube. Donc c'est un miel qui aura subi un traitement spécifique pour que on puisse s'assurer de son innocuité.
Et donc tout ce que je vous dis là se base sur des recherches hein, et qui ont amené des résultats. Voilà. Donc les effets antibactériens sont particulièrement dus à l'acidité. Hein. Le miel est un produit acide qui va varier. Hein. L'acidité, le pH va varier entre 3 et 5. 3 plutôt pour les miels de nectar, hein, donc les miels clairs. Et puis on va monter jusqu'à 5 pour des miels de foncés comme les miels de forêt. Alors, il a une osmolarité, une viscosité, et il y a bien sûr des enzymes qui sont présents, qui vont avoir des effets sur des souches bactériennes, hein, comme le Staphylococcus doré ou Escherichia coli. Alors, ça a un intérêt aujourd'hui vraiment prégnant, parce que ça fait à peu près 20 ans qu'on ne découvre plus de nouvelles molécules antibiotiques. Et on se retrouve face aujourd'hui à des phénomènes de résistance qu'on ne peut plus traiter avec des produits, les produits qu'on a aujourd'hui sous la main. Et il semblerait que, voilà, dans certains cas, eh bien, le miel soit la panacée. Et alors pour des raisons donc des raisons particulières qui font que on a réussi en fait à sauver des gens grâce au miel. Alors, les effets également reconnus du miel, hein, il y a des effets anticancéreux, hein, grâce à ce qu'on appelle des antioxydants, et en particulier les flavonoïdes, qui sont présents, bien sûr, dans le miel. On verra plus tard, il y a un autre produit hein, qui est encore plus riche hein, et qui est encore plus intéressant dans ce cadre-là. Mais en tout cas, en traitement, voilà, au long cours, en traitement de fond, la consommation régulière de miel, voilà, vous fait bénéficier des principes actifs hein, qu'on va retrouver dans ces fameux flavonoïdes. Alors, quelques vertus spécifiques hein, qui sont liées à certains miels. Donc, le miel d'oranger hein, a des vertus calmantes. Le miel de tilleul, hein, dont vous connaissez tous la fameuse infusion, eh bien, a des vertus qui sont identiques, hein, puisqu'il favorise le sommeil. Le miel de lavande hein, est un excellent antiseptique hein, pour les bronches et les poumons. Le miel de bruyère est diurétique, antalgique, améliore le prostatisme. Le miel de pin ou de sapin hein, sont des classiques. Hein, ici en Alsace, hein, on produit ce miel-là et traditionnellement, les gens consomment à l'entrée de l'hiver, hein, achètent un ou deux pots de miel de sapin parce qu'on va retrouver une molécule spécifique qui est la terpine. Vous connaissez peut-être le sirop qui porte le nom de la terpine gonon. Eh bien, voilà, pas la peine d'aller en pharmacie acheter du sirop. En consommant du miel de sapin, vous allez trouver cette terpine. Alors, cette terpine agit de quelle façon? En fait, elle va fluidifier les sécrétions bronchiques. Hein. Et en hiver hein, ou en automne, lorsqu'on rentre dans des intérieurs qui sont chauffés, eh bien, l'air est très très sec, hein, ce qui fait que ça déshydrate les muqueuses. Et donc, c'est des portes d'entrée aux infections bactériennes. Et donc, cette terpine hein, va compenser en fait ces déshydratations hein, et permettre une hydratation et une protection en fait de toute la sphère ORL. Alors, autre produit dont les abeilles ont un besoin absolument primordial, c'est le pollen. Le pollen, pourquoi? Parce qu'elles vont y trouver des éléments absolument nécessaires à l'édification des corps, hein, ce sont les protéines. Donc, une fois que la reine a pondu son œuf, hein, après un stade œuf qui va durer à peu près 3 jours, eh bien, il va éclore et il va en sortir une jeune larve qui va être nourrie, tout d'abord pendant 3 jours pour les ouvrières et les mâles avec de la gelée royale. Et puis ensuite, ce qu'on appelle les abeilles nourrices vont fabriquer une bouillie larvaire à base de pollen et de miel. Alors, le pollen n'est pas consommé tel quel, hein, parce que les pollens, en fait, des enveloppes hein, qui sont très très résistantes, il va falloir traiter ce pollen avant de pouvoir le consommer. Et l'abeille butineuse va rentrer à la ruche, elle va se débarrasser elle-même de ces 2 pelotes, elle va les faire tomber dans une cellule, et puis une autre abeille qu'on appelle une magasinière
va venir traiter le produit. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enfoncer sa tête dans la cellule et avec sa tête, elle va tasser, hein, elle va chasser l'air, elle va tasser le pollen donc et elle va l'humecter hein, en le mélangeant avec un peu de miel. Et puis une fois que la cellule est pleine, elle va mettre un petit bouchon de miel là-dessus pour le protéger de l'air. Et les différentes enzymes hein, qui étaient contenues dans la salive de l'abeille vont entrer en action et elles vont liser l'enveloppe des grains de pollen. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait une fermentation lactique. Et voilà, c'est ce que nous on fait ici en Alsace avec la choucroute. Hein. C'est une espèce d'ensilage en fait, hein, de façon anaérobie. Hein. On va enfermer la choucroute. Et puis, ça nous permettra en fait principalement de donner des qualités de conservation au produit, ce qui permet de manger de la choucroute tout au long de l'année. Eh bien, pour les abeilles, c'est la même chose. Ce pollen-là va pouvoir se conserver pendant plusieurs mois. Mais il y a d'autres substances qui vont en fait augmenter la valeur nutritive des protéines qui se trouvent dans le pollen. Et donc, ce traitement hein, nécessite 6 jours. Et donc, au bout de ces 6 jours, eh bien, les abeilles nourrices qui veulent constituer de la bouillie larvaire, et bien à ce moment-là, vont s'emparer de ce qu'on appelle le pain d'abeille, hein, c'est un nom un peu spécifique, le pain d'abeille, et elles vont le mélanger avec du miel pour en faire une bouillie qu'elles vont distribuer aux différentes larves. Alors, le pollen est absolument primordial pour les abeilles. Et aujourd'hui, on manque cruellement de pollen, et particulièrement à la campagne. C'est absolument paradoxal. Vous avez déjà entendu parler d'abeilles en ville. Eh bien, les abeilles en ville, aujourd'hui, elles se portent mieux qu'à la campagne. Parce que la monoculture intensive, en Alsace en tout cas, de maïs, hein, le maïs occupe 60% des surfaces cultivées, n'offre pas un pollen de qualité et surtout n'offre pas un bol alimentaire diversifié. Vous savez que tout organisme sain hein, doit bénéficier d'apports nutritifs nombreux et variés. Eh bien, pour l'abeille, c'est la même chose. Donc, les différents pollens que pourront rassembler les butineuses eh ben, vont comporter des qualités différentes, des éléments essentiels, hein, comme par exemple des acides aminés, qu'elle trouvera dans certains pollens et pas dans d'autres. Donc, le combat que nous menons, nous apiculteurs, et c'est pour ça que tout à l'heure je me disais lanceur d'alerte, c'est que l'abeille est véritablement menacée. Et on se retrouve avec des zones aujourd'hui où l'apiculture n'est même plus possible. Parce qu'on met en péril ces abeilles. Donc, que font les apiculteurs alsaciens? Eh bien, ils vont se réfugier dans les zones où il y a encore un peu de diversité florale, alors principalement le Piémont des Vosges, et puis les restes de la forêt rhénane, et éventuellement, voilà, on a encore quoi? 2 forêts, la forêt de la Harte et puis la forêt de Haguenau. Hein. Donc, voilà. Donc, en Alsace, existe 3000 apiculteurs, donc, ce qui fait qu'on a la concentration au kilomètre carré la plus importante de France en nombre de ruches. Bien sûr, les villes hein, ont constitué hein, une espèce de bouffée, hein, enfin, une bouffée. Les apiculteurs étaient déjà en ville. Hein, les apiculteurs se sont fait rattraper par l'urbanisation. Mais aujourd'hui, il y a des apiculteurs urbains ou citadins, j'en forme chaque année, hein, qui disposent de quelques ruches, alors soit dans un jardin, soit sur le toit d'un immeuble. C'est à la mode, mais je pense que ce n'est vraiment qu'une mode, parce que c'est absolument pas pratique. Hein, travailler avec les abeilles, nécessite beaucoup de force de portage, hein, et les charges sont souvent lourdes, hein, et je ne vois pas comment on peut exploiter de façon intéressante un cheptel en étant installé sur les toits. D'autant plus que un territoire hein, comme la ville de Strasbourg ou la communauté urbaine de Strasbourg a ses limites, et vous comprenez bien que plus vous mettez de gens à table, plus les parts deviennent petites. Et aujourd'hui, hein, on arrive un peu aux limites du système. Il va falloir qu'on mette un peu la holà
à la multiplication de ruches en ville, parce qu'au bout d'un moment, on mettra en péril ces peuples également. Alors, nous militons hein, pour en fait une renaturation des espaces, hein, et en particulier de nos campagnes. Alors, un chiffre pour marquer les esprits, en 30 ans, entre 1970 et l'an 2000, on a arraché 1 350 000 km de haies en France. Ça fait 3 fois et demi la distance Terre-Lune en haies qui ont été arrachées en France. Et bien sûr, qui n'ont pas été replantés. Donc, même si on a un grand territoire hein, avec des paysages divers, des flores et des écotypes particuliers, tout ça, ça a été voilà, malmené. Hein. Alors, au titre de quoi des remembrements, hein, donc agrandissement des parcelles pour pouvoir exploiter de façon mécanique les parcelles. On a construit des routes, on a construit des centres commerciaux, voilà, et bien sûr, chacun a le droit, mais je peux le comprendre, à son petit pavillon avec son petit bout de gazon et sa haie de cyprès. Mais voilà. Mais bon, ça fait pas le bonheur de nos abeilles. Alors, en pleine saison, hein, une colonie qui a compté généralement entre 60 et 80 000 individus, dont à peu près un tiers, hein, 30 à 40% sont des butineuses, eh bien, une ruche, hein, par beau temps, va visiter 15 millions, hein, jusqu'à aux environs de 15 millions de fleurs par jour. Donc, vous voyez que si on veut aider les abeilles, hein, si on veut sauver les abeilles, c'est pas en multipliant les ruches qu'on les sauvera, mais c'est en leur donnant la possibilité de survivre hein, et de trouver dans leur bol alimentaire les protéines absolument nécessaires à leur survie. De par leur activité hein, de butinage, les abeilles hein, ont un impact aussi sur l'alimentation humaine, et on considère que 35% de la nourriture mondiale est due directement aux abeilles. Alors ça, on va dire 35%, on va dire en quantité. Maintenant, en nombre de plantes, hein, qui bénéficient voilà, du butinage hein, et de la pollinisation des abeilles, hein, on est aux alentours de 80%. On voit bien qu'en volume, hein, si on parle de cerises ou de fraises, en volume ça ne représente rien, mais enfin, en type de variété, hein, de produits dont peuvent disposer les hommes, eh bien c'est très important. Alors, il y a déjà des zones, hein, dans le monde où on a éradiqué toutes les abeilles. Mao avait décidé voilà, que les Chinois devaient détruire l'ensemble des moineaux parce qu'ils prélevaient trop, hein, leur part était trop importante sur les récoltes. Donc, qu'ont fait les Chinois? Eh bien, ils ont fait du bruit, ils ont empêché les moineaux de se poser, ils les ont effrayés, ils sont tous morts. Et puis là, ils se sont rendus compte que les moineaux, ça avait un intérêt parce qu'ils mangeaient des insectes. Donc ils se sont trouvés avec une prolifération d'insectes. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les insectes? Eh ben, on va les traiter. Donc ils ont utilisé des produits chimiques en masse, mais de façon tellement exagérée qu'aujourd'hui, il y a des zones où il n'y a plus d'insectes. Donc la pollinisation aujourd'hui, dans certaines régions, dans le Sichuan par exemple, pour les pommes poires, sont assurées à la main. Donc c'est un service gratuit hein, que rendent les abeilles et les apiculteurs. Parce que les bénéfices hein, de la pollinisation se chiffrent en milliards d'euros. Hein. Pour la France, on estime à peu près à 2 milliards d'euros. Les produits de la ruche représentent aux alentours de 100 à 120 millions d'euros. Vous voyez qu'il faudrait que les apiculteurs les chambres d'agriculture touchent des subventions. Hein. Et au contraire, hein, ils font tout pour qu'on ait des problèmes. Alors, le pollen est absolument nécessaire. Alors, par beau temps, une belle colonie est capable de rentrer jusqu'à 1 kg de pollen par jour. Mais de façon globale, la consommation, hein, la quantité de pollen nécessaire pour édifier les différents organismes, les différentes générations d'abeilles qui vont se suivre tout au long d'une année, nécessite la consommation ou la récolte de 25 kg de pollen. Alors, l'apiculteur peut disposer de ce qu'on appelle des trappes à pollen. Donc, ce sont en fait... On va, devant l'ouverture de la ruche, rajouter un filtre qui va forcer l'abeille en fait, à passer hein, par des ouvertures hein, qui l'obligent en fait, avec ses pattes arrière à venir se frotter sur une grille, et ça va détacher en fait, les pollens, les pelotes qui vont tomber dans un petit réservoir.
Donc on peut faire ça pendant quelques jours par an et pour pouvoir récolter du pollen. Donc voilà une illustration de ce que j'appelais tout à l'heure le pain d'abeille. Donc vous voyez que les couleurs sont différentes, hein. Alors là, ici, le bleu-violet, hein, c'est probablement de la facélie. Un jaune orangé comme ça pourra être du pissenlit. Et puis un blanc crème comme ça pourrait être autre chose. C'est blanc, jaune citron comme ça peut par exemple être le noisetier au printemps. Alors ce que vous voyez également sur cette photo, vous voyez ici une larve, hein, qui baigne dans une substance gélatineuse blanche, et c'est de la gelée royale. Donc la disposition dans le nid du pollen doit se faire à proximité immédiate du couvain. C'est pour ça que parfois on trouve du couvain au milieu du pain d'abeille. Alors, quelles sont les possibilités pour nous de consommer le pollen? Alors, soit du pollen frais, donc ce pollen va être congelé par l'apiculteur, c'est un produit très rare, hein, et puis généralement il est vendu sur commande et sur réservation, comme la gelée royale. Parce que moi je ne peux pas venir avec du pollen frais sur mon marché, et puis donc je vais le décongeler, et puis après, il va falloir, il sera perdu, il faudra le consommer. Autre possibilité, c'est le pollen sec. Donc là, le pollen est déshydraté, hein, soit à chaud ou pas. Et puis le fameux pain d'abeille, mais le pain d'abeille est réservé aux apiculteurs. L'intérêt du pain d'abeille, c'est que vous l'aurez compris, comme les enveloppes de pollen sont déjà digérées, on bénéficie de l'ensemble des bienfaits du pollen. Lorsque vous consommez un pollen frais, même frais ou sec, eh bien, cette enveloppe ne pourra pas être lysée par votre organisme. Alors, donc le pollen, hein, composition, il est riche en fibres, il est riche en protéines. On va bien sûr, les abeilles vont aussi trouver des lipides, hein, c'est la seule source de lipides pour les abeilles. On va retrouver de nombreuses vitamines, des oligo-éléments, et puis des antioxydants naturels, hein, comme les polyphénols, des caroténoïdes ou de la lutéine. Alors, ces pollens, bon, pour les bienfaits reconnus, hein, vont stimuler les fonctions gastriques, donc principalement la flore intestinale, vont réduire la fatigue, réduisent le stress, ont une incidence positive sur les problèmes circulatoires et de façon globale stimulent les défenses immunitaires. Alors, c'est un produit, bien sûr, qu'il faut absolument éviter, hein, lorsqu'on se sait allergique au pollen. La propolis. La propolis, c'est une substance particulière qui est sécrétée en fait par les plantes et qui a des caractères particuliers qui permettent de se défendre contre les bactéries, les virus, les champignons. Et l'abeille l'a compris et va l'utiliser dans sa pharmacopée. Donc elle va... alors, quelles sont les sources, hein, les sources de propolis? Ici, chez nous, en Alsace, c'est principalement le peuplier noir. On va retrouver le long du Rhin, hein, on trouve assez couramment. Et elle va aller récolter cette propolis pour la ramener dans la ruche. Alors c'est en fait un baume, hein, une espèce de mastic dont elle va se servir à la fois pour boucher toutes les ouvertures, hein, pour fixer les éléments. L'apiculteur le sait, parce que lorsque vous avez des cadres dans votre ruche, si vous voulez les sortir, hein, les extraire, hein, pour faire voir dans quel état se trouvent vos peuples d'abeilles, eh bien, on est obligé d'utiliser un pied de biche, hein, ce qu'on appelle un lève-cadre, pour pouvoir justement se battre, hein, avec les propriétés collantes, hein, de cette substance. Donc là, vous avez un bourgeon de marronnier, hein, ça, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de le côtoyer. Donc, il y a une protection, hein, qui est faite à base d'écailles, hein, une protection mécanique, et l'ensemble est enrobé de ces substances luisantes, qui est en fait la propolis.
Alors l'abeille va la récolter, va les charger dans ses corbeilles, sur ses pattes postérieures, comme le pollen. Elle l'aura malaxé au préalable un petit peu avec sa salive, ce qui va permettre voilà, de pouvoir travailler avec. Et lorsqu'elle arrive à la ruche, eh bien, elle se laisse débarrasser. Donc, elle est incapable de se débarrasser. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que les grains de pollen, il suffisait que voilà, elle frotte une patte contre l'autre pour s'en débarrasser dans la cellule. Ici, elle va rester immobile et elle va attendre que ses congénères viennent la débarrasser de cette substance qu'elles vont ensuite immédiatement utiliser. Et ici, cette abeille, vous le voyez, elle est sur un cadre, et vous voyez que les opercules qui protègent en fait les larves à partir du 9e jour après la ponte prennent une couleur aussi jaune-orangé. Pourquoi? Parce que la propolis y est mélangée de façon à ce que ce fameux capuchon soit sain et fasse bénéficier, protège la larve qui se trouve dans la cellule de tous ses bienfaits, donc, à savoir donc, pour lutter contre les champignons, les bactéries et les virus. Donc voilà, donc peuplier marronnier principalement. Donc la couleur peut varier en fonction des endroits, où elle est récoltée. Elle peut aller d'un jaune ambre jusqu'au brun foncé, en passant par les rouges, vous l'avez très bien vu sur la photo précédente, jusqu'à des verts, alors qualifiés de verts, qu'on va retrouver sur Baccharis, ou rouge par exemple sur Dalbergia. Alors la propolis verte, elle vient du Brésil. Ce n'est pas une propolis qu'on peut récolter ici. Alors comment fait l'apiculteur pour récupérer cette précieuse matière? Eh bien, soit il procède par grattage. Donc vous avez vu, il y en a voilà, sur la photo précédente, on voyait, on va en retrouver donc sur l'intérieur de la ruche, sur les cadres. Alors c'est pas une propolis de très bonne qualité, parce que bon, elle a été soumise ou exposée pendant des semaines ou parfois pendant des mois au va-et-vient des abeilles, et donc elle va contenir un certain nombre de polluants. On ne peut pas imaginer que l'abeille évolue dans un environnement hautement pollué, en particulier par exemple par des produits chimiques. On ne peut pas envisager qu'elle n'en ramène pas dans la ruche et qu'on ne la retrouve pas ensuite dans la propolis. Donc, comment procède l'apiculteur? Il va mettre des grilles en plastique sur le dessus de la ruche, et avec des ouvertures. Et l'abeille, voulant fermer ses ouvertures, elle va y déposer la propolis qu'on va retrouver ici. Alors comment ensuite s'en débarrasser? Eh bien, l'apiculteur va prendre cette grille au bout de quelques semaines, il va la rouler, en faire un boudin avec un élastique, et il va la placer au congélateur. Ensuite, au bout de quelques heures, on la ressort et on déplie cette grille. À ce moment-là, le plastique est dur, la propolis est également très très dure, et à ce moment-là, la propolis se détache et on peut la récupérer. Alors la composition, donc 50 à 50% de résine et de baume, 30% de cire, donc c'est de la cire qui est produite par l'abeille et qui sera mélangée à ce baume qu'elles auront prélevé sur les plantes. On va retrouver 10% d'huiles essentielles, du pollen également, et puis des substances organiques et minérales, toujours des flavonoïdes, des minéraux et des vitamines. Alors les vertus de la propolis, donc elle a une activité antioxydante, parce que sont présents de nombreux polyphénols. Elle va avoir une activité antibactérienne contre la plupart des germes pathogènes, alors gastro-intestinaux, urogénitaux, cutanés, buccales. On la conseille d'ailleurs pour lutter, alors une efficacité certaine contre la grippe ou contre l'herpès. Voilà. Elle a aussi une activité antifongique contre les champignons, en particulier les champignons du genre Candida ou certaines levures. Elle a aussi une activité anti-inflammatoire, et puis une activité sur l'ensemble du système immunitaire. Donc toutes ces vertus-là sont prouvées, et l'intérêt des flavonoïdes et des polyphénols, c'est que face à des spores de bactéries, eh bien, elles ont la capacité de les attaquer, non pas comme avec un antibiotique à un point précis,
mais à plusieurs endroits, ce qui permet de détruire l'ensemble des bactéries qui sont en contact avec les substances actives de la propolis, et ça évite également les phénomènes de résistance. Alors la gelée royale. La gelée royale est une substance particulière qui est sécrétée par les abeilles en fonction de leur âge. Généralement, c'est entre le 5e et le 12e, 13e jour. Elles ont des glandes qu'on appelle les glandes hypopharyngiennes qui se trouvent sur l'arrière de la tête et qui vont fabriquer, sécréter cette gelée royale. Donc, ces glandes sont stimulées par la présence de pollen. Donc, en absence de pollen, il n'y a pas de production de gelée royale. D'ailleurs, les butineuses qui rentrent à la ruche vont solliciter les abeilles nourrices, donc les jeunes abeilles qui ne sont pas encore des butineuses, qui ont pour l'instant une activité dans la ruche et qui produisent cette gelée royale, et vont en fait les solliciter pour goûter la gelée royale. Et elles vont analyser cette gelée royale. Si la gelée royale est de très bonne qualité, ça veut dire qu'il y a assez de pollen et de pain d'abeille dans la ruche. Si cette gelée royale est de médiocre qualité, et ben ça va avoir une action incitatrice, ça va pousser les butineuses à recruter d'autres butineuses pour augmenter la force de butinage de pollen de l'ensemble de la communauté des butineuses au sein de la colonie. Donc ça a un effet de stimulation. La gelée royale donc, est dispensée à l'ensemble des 3 castes qui sont présentes au cœur de la ruche. Donc les ouvrières, qui sont des femelles, qui sont issues d'un ovule fécondé. Les futures reines, qui sont également des femelles et issues d'un ovule fécondé. Et puis les mâles, qui eux ont une particularité, puisqu'ils sont issus d'un ovule. Donc ils n'ont que N chromosomes. Vous êtes tous le fruit d'un lot de chromosomes de votre père, d'un lot de chromosomes de votre mère. Donc vous avez 2 lots de chromosomes, ce qu'on a vulgairement dans le jargon on appelle 2 N chromosomes. Pour ce qui est du faux bourdon, il a le même capital génétique que sa mère et il n'a pas de père. Une des particularités. Alors cette gelée royale est dispensée donc à ces 3 castes-là pendant 3 jours, sauf pour la reine, qui, elle, ce régime alimentaire va être encore prolongé de 3 jours supplémentaires. Et c'est ce qui va déterminer, en fait, la différenciation, ce qui va avoir une action sur le développement futur, parce qu'une reine n'a pas l'aspect d'une ouvrière. Les pattes sont plus longues, les ailes sont plus courtes, elle n'a pas d'outils sur ses pattes. La bouche et la langue est plus courte, ce qui ne permet pas de butiner. Et puis cette reine ne sera, elle, nourrie pendant toute sa vie, pendant toute son existence, qui peut aller jusqu'à 5 ans, qu'avec de la gelée royale. C'est son unique nourriture. Alors, je vous ai dit donc, la gelée royale est produite donc par les glandes hypopharyngiennes, donc elle est distribuée à toutes les colonies, et c'est donc le régime exclusif des reines. Alors, les apiculteurs, comment vont-ils faire pour produire la gelée royale? Eh bien, ils vont orpheliner une ruche, ils vont en retirer la reine. Donc, que vont faire les abeilles? Pour s'en sortir, il faut absolument qu'elles remplacent leur mère, qui a disparu, par une nouvelle reine. Mais pour ça, il faut qu'elles vont choisir des larves, et au lieu de passer d'un régime alimentaire de gelée royale à bouillie larvaire pendant 3 jours, comme je vous l'avais dit, donc un mélange de miel et de pollen, eh bien elles vont prolonger de 3 jours avec la nourriture, avec de la gelée royale. Donc ça va permettre en fait de différencier les organismes. Eh bien, que fait l'apiculteur? Eh bien, il va supprimer à l'aide d'un outil, il va supprimer toutes ces cellules. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus que du couvain fermé. Donc il n'y a plus besoin, il n'y a plus possibilité pour l'apiculteur de produire, pour le peuple d'abeilles, de produire de nouvelles reines. Et que va faire l'apiculteur à ce moment-là? Il va introduire un cadre avec ce qu'on appelle des petites cupules, dans lesquelles il va aller greffer des jeunes larves. Il va greffer des jeunes larves, et que vont faire les abeilles pour s'en sortir, pour
fabriquer une nouvelle reine, le seul moyen, c'est de cracher toutes les gelées royales qu'elles ont dans ces petites cupules que leur a proposé l'apiculteur. Donc l'apiculteur, au bout de 3 jours, elle va jeter la larve, va se débarrasser de la larve et va récupérer la gelée royale. On récupère ainsi par petite cupule un demi-gramme. Un demi-gramme. Et on peut estimer, faire éventuellement une récolte, si la saison est bonne, qui va varier de 300 à 800 grammes de gelée royale par ruche. Il faut savoir que la production française est de l'ordre de 2 tonnes, ce qui n'est pas énorme, vraiment pas énorme. Alors la composition, c'est 50 à 65% d'eau, mélangée avec des grains de pollen, 13 à 17% de protides, dans lesquels on va retrouver des acides aminés, beaucoup d'acides aminés, certains sont essentiels, c'est-à-dire que vous ne les fabriquez pas, il faut les trouver dans l'alimentation. C'est la même chose pour l'abeille. On va retrouver des glucides, aux alentours de 15%. On va trouver des acides gras, des minéraux, des oligo-éléments et de l'acétylcholine. Alors, quelles sont les vertus de la gelée royale? Alors, les activités confirmées, bien sûr, par des études scientifiques, comme je vous l'ai dit au préalable, ils ont une action vasodilatatrice et hypotensive, une action anticholestérolémique, une action anticancérigène, antivirale et anti-œstrogénique chez les femmes ménopausées. Alors, elle est utilisée également par les chanteurs en association avec de la propolis pour en fait détendre les cordes vocales. Et c'est un produit qui est très connu chez les chanteurs. Alors, chez un sujet sain, on conseille une cure qui est de l'ordre d'un demi-gramme par jour pendant une vingtaine de jours, ce qui fait donc 10 grammes, généralement le conditionnement que vous trouvez lorsque vous achetez de la gelée royale française. Alors, c'est un produit dont l'activité est sublingale. Donc, c'est un produit qu'on laisse fondre sous la langue. On ne le met pas sur sa bouche et on l'avale. On ne pourra pas à ce moment-là en bénéficier de ses bienfaits. Donc, on la laisse fondre doucement, mélangée à la salive, sous la langue. Dernier produit de la ruche, le venin. Alors, peut-être que certains de vous en ont déjà tâté. Moi, c'est plusieurs centaines de fois par an. Alors, on ne s'habitue jamais à la douleur de la piqûre, ça fait toujours aussi mal, mais néanmoins, on a de bons réflexes. Donc, lorsqu'on entend qu'une abeille, avec la façon dont elle fait le rythme de battement de ses ailes, qui est généralement un peu plus strident, on sait qu'elle a décidé de vous piquer. Donc, soit on s'en débarrasse, ou lorsqu'on se fait piquer, on retire en fait le dard. Alors bien sûr, on ne retire pas le dard. On va voir ça sur la photo suivante. Voilà, je vais mettre sur cette photo. Donc, on ne le voit pas je pensais avoir mis une photo où on voyait ça dans le détail. En fait, vous avez un petit sac. Une fois que l'abeille a piqué, elle va s'en aller. Et elle va laisser le dard planté dans votre peau. En même temps, il y a une partie de l'abdomen, du contenu de son abdomen, qui va y rester attachée. Donc l'abeille va mourir. Une abeille qui a piqué meurt, ou qui a l'intention de vous piquer, de toute façon va mourir. Donc il vaut mieux à la limite prévenir, l'écraser avant qu'elle ne vous pique. Et donc en fait, il y a des petits muscles qui sont attachés et qui vont continuer à travailler, qui vont se contracter et qui vont envoyer l'ensemble du venin qui est contenu dans la poche. Donc, si vous prenez entre le doigt et l'index ce petit sac et que vous pressez dessus, c'est comme si vous appuyez sur le piston de la seringue. Vous injectez le produit. Donc, lorsqu'on veut retirer un dard, on prend l'ongle et on le fait glisser. Mais en aucun cas, on l'attrape entre deux doigts. Donc, le venin va entraîner une inflammation. Alors, il y a à peu près 10% des personnes qui sont sensibles au venin d'abeille, qui va entraîner des problèmes inflammatoires importants, parce qu'en se faisant piquer, par exemple, à la main, on peut se retrouver avec l'ensemble du bras endolori et gonflé. L'action du venin va durer de 24 à 48 heures.
et au-delà, hein, ça va entraîner des démangeaisons, hein, et ensuite, une fois que l'effet a disparu, eh bien, on retrouve, la peau va de nouveau se retrouver un aspect normal. Donc, comment récupère-t-on le venin d'abeille? Eh bien, on va donner un électrochoc à l'abeille, hein. On dispose en fait de plaques à l'entrée des ruches, et les abeilles, en se posant dessus, vont subir une petite décharge électrique, et par réflexe, hein, elles vont se mettre à piquer. Alors, dans cette plaque, elle est micro-perforée, et puis on va retrouver entre ces plaques un tampon, hein, un buvard, qui va absorber le venin. Ensuite, au bout de quelques heures, ce buvard est complètement humide. On va bien sûr ensuite déshydrater ce buvard et en récupérer une poudre blanche, hein, qui est le principe actif qui se trouve dans le venin. Alors, quelles sont les recommandations du venin? Il y a des effets donc reconnus pour soulager l'arthrite, hein, ou les rhumatismes. Voilà ce qu'on peut dire sur le venin. Alors, il y a l'action sur la sclérose en plaques est très contestée, hein, et n'a pas encore été prouvée scientifiquement pour l'instant. Voilà. Alors, les réactions, hein, donc 10%, hein, ont des réactions violentes et voire parfois fatales, hein. C'est ce qu'on appelle le choc anaphylactique, hein, qui va entraîner une perte de connaissance, hein, et une baisse de la pression artérielle, à tel point que voilà, les organes vitaux ne sont plus irrigués, et on peut aboutir à la mort. Donc, il faut quand même faire attention. Et on sait, enfin, dernier point, la dose létale, hein, pour une personne non allergique mais en bonne santé, hein, est de 20 piqûres par kilo de poids. Ce qui fait, pour une personne comme moi, 80 kg, voilà, à peu près 1600 piqûres. Donc, si vous êtes piqué par une abeille et que vous n'êtes pas allergique, il y a peu de chances que vous y restiez. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Alors, vous trouverez des éléments, hein, détaillés, hein, sur ce que je vous ai présenté ici rapidement. On a peu de temps, hein, 1 heure, hein, j'ai déjà dépassé le temps imparti. Sur le site, hein, de l'Association francophone d'apithérapie du docteur Becker, je vous invite à visiter leur site, hein, et éventuellement à prendre contact avec le docteur Becker. D'ailleurs, il a été notre invité de la Société d'apiculture de Strasbourg lors du festival 2013. Il nous a dispensé une conférence justement en tant que médecin, hein, sur les effets du miel, avec des photos tout à fait intéressantes, et donc je vous invite à consulter ce site-là. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Si maintenant vous avez encore quelques questions, je suis prêt à répondre, et ensuite on passera au meilleur moment de la matinée, c'est-à-dire la dégustation. Mais avant de déguster, si vous voulez encore poser des questions, profitez-en. Moi j'ai une question, c'est du coup les apiculteurs ils perturbent pas du coup les abeilles en leur piquant entre guillemets leurs produits, la gelée royale, la propolis, vu que du coup vous avez dit que c'était fait du coup pour leur structure, donc si on enlève leur structure c'est pas perturbant pour eux. Et deuxième petite question, vous avez dit que la propolis c'était extrait des arbres, pourquoi du coup on ne prend pas directement au niveau des plantes et pas dans les ruches? Alors, l'apiculteur est un éleveur d'abeilles. En plus, un berger des abeilles, hein, puisqu'on organise des transhumances. Si vous prélevez, que ce soit le pollen, le miel, la gelée royale, de façon trop importante, vous mettez en péril votre peuple. Et donc vous empêchez en fait, vous réduisez votre cheptel, hein. Donc il faut, lorsque l'apiculteur va faire des prélèvements, il faut qu'il ait raison gardée. Donc effectivement, alors une ruche, hein, c'est composé en fait d'une caisse, ce qu'on appelle le nid, et l'apiculteur, pour ce qui est du miel, va venir déposer une deuxième caisse dessus, ce qu'on appelle un grenier à miel, qui va permettre en fait à l'apiculteur de récupérer le surplus. C'est-à-dire ce que l'abeille va rentrer et qu'elle de toute façon elle ne consommera pas. On connaît les besoins par exemple, en miel, hein, pour un hivernage. L'abeille, tant que la nature va lui proposer, hein, et tant qu'elle aura de la place
dans son habitat, et que la nature va lui proposer ses bienfaits, elle va rentrer. Donc voilà. Alors, la consommation, il faut savoir que les abeilles consomment énormément de miel. On considère qu'une ruche consomme à peu près 120 kg de miel par an. L'apiculteur, lui, va rentrer les 20, les 30, les 40 kg supplémentaires. Vous donnez une idée. Et pour le pollen, comme j'ai expliqué, pour les trappes à pollen, vous pouvez mettre une trappe à pollen devant la ruche pendant quelques jours. Mais ensuite c'est sûr que la majorité des abeilles vont perdre leur pelote. Alors certaines vont quand même réussir à rentrer. Au bout d'un moment, si vous laissez un peu plus longtemps, elles vont comprendre, elles vont faire des pelotes plus petites. Et elles vont réussir quand même à traverser cette grille et à rentrer dans la colonie. Mais l'intérêt de l'apiculteur n'est pas d'avoir des ruches exsangues et mal en point. Ça, c'est une chose. Deuxième partie de votre question, la propolis, eh bien, dans la salive de l'abeille, il y a des principes actifs qui vont modifier un certain nombre de il y aura des modifications chimiques qui vont entraîner une disponibilité des produits, des molécules intéressantes dans la propolis qu'on ne va pas retrouver en la prélevant directement sur les arbres. Donc il faut qu'il y ait un passage obligé, une transformation obligée par les différentes enzymes qui se trouvent dans la salive de l'abeille pour que la propolis puisse exprimer toutes ses qualités. D'autres questions? On a tout plein là. J'avais une question concernant le miel. Si celui-ci est supérieur à 20% d'eau, est-ce que c'est possible de le concentrer? Et vous pouvez, du moins après, vous pouvez plus le vendre avec la dénomination miel, ou est-ce que vous le vendez avec une autre dénomination? Je sais pas. Alors, l'apiculteur va récolter des cadres de miel. Alors, le signe qui indique à l'apiculteur que le miel est bien du miel et plus du nectar en devenir de miel, c'est l'operculation. Donc, si vous récupérez des cadres non operculés, eh bien, le taux d'humidité est trop important. Donc, il faut bien sûr être raisonnable. Et si vous incorporez, vous rentrez, vous extrayez trop de miel de cadres qui n'étaient pas operculés, vous prenez le risque effectivement de dépasser ces 20% d'eau. Et à ce moment-là, les ferments qui sont présents naturellement dans le miel vont trouver la possibilité de se développer et il y aura une fermentation du miel et votre récolte est perdue. Donc, ce que font les industriels, lorsqu'ils sont à la limite, parce qu'il y a des industriels du miel, les miels, les Michaud, les miels de France, les lunes de miel, qui vous proposent des miels à premier prix. Il faut savoir qu'il y a un marché mondial du miel. Et donc, ils vont aller acheter ici et là des miels qui sont chichement payés aux apiculteurs. Donc, et parfois, on est limite au niveau de l'hygrométrie. Vous comprenez bien que moi, j'ai des miels là qui sont qui comprennent entre 13 et 15% d'eau. Vous comprenez que sur des quantités, si on peut gratter les 7% qui nous amènent à 20%, c'est autant de revenus supplémentaires. Donc, l'apiculteur lambda à qui on paye chichement le miel a tout intérêt à avoir un taux d'humidité qui soit limite pour que il ait de la masse. Donc, que font les industriels? Eh bien, ils vont les filtrer, les miels, pour retirer tout le pollen. Parce que chaque grain de pollen, dans un miel artisanal comme le mien, c'est un produit vivant dans lequel vous avez encore des enzymes, des vitamines qu'on va retrouver grâce au pollen. Lorsque vous achetez un miel industriel, il va être donc filtré et chaque point de grain de pollen constitue un point de cristallisation. Je ne vais pas aborder la cristallisation, je vais peut-être en parler après pendant la dégustation. Mais donc pour éviter la cristallisation, qui est un phénomène normal d'évolution des miels en rayon, et ils vont les chauffer. Ils vont les chauffer pour tuer toutes les levures. Donc vous avez un produit qui est biologiquement mort quand il est traité de cette façon. Voilà. Donc le seul moyen pour avoir un miel de qualité et un miel qui soit biologiquement de qualité, c'est d'être raisonnable et de ne récolter que les cadres qui sont bons à être extraits. Moi, j'avais une question par rapport au venin de l'abeille. Vous avez dit qu'à partir du moment où elles piquaient, elles mouraient alors qu'elles sont en voie d'extinction et
et qu'il faut les protéger. Donc du coup, pourquoi récupérer ce venin? Est-ce que c'est tellement bénéfique? Est-ce que c'est Alors, vraiment nécessaire ou pas? oui, oui. Alors, il y a peut-être quelque chose que je me suis peut-être mal exprimé. Le venin est récupéré par électrochoc. Ça ne tue pas l'abeille, d'accord? Et l'abeille va planter son dard dans ce buvard, à travers cette grille micro-perforée, et elle va récupérer son dard. D'accord. Donc ce n'est pas, on ne tue pas l'abeille avec ces techniques-là, on ne tue pas l'abeille. Mais l'abeille a un dard cranté. La reine, elle a un dard, mais il est lisse. Ça lui permet en fait, il y a des combats de reines. Parfois, il y a deux reines qui veulent prendre position d'une ruche, donc il y a des combats. Donc comprenez que si l'une pique l'autre, elle gagne, et en même temps elle laisse son dard, ça va pas aller. Donc le dard des reines est lisse. Par contre, le dard des ouvrières est cranté. Et dans les ennemis principaux de l'abeille, c'est pas l'homme, ce sont d'autres insectes prédateurs, les guêpes, les frelons, voilà. Donc, lorsqu'elle pique un exosquelette d'un autre insecte, eh bien, le dard ne reste pas planté. Par contre, quand elle va piquer des mammifères avec de la peau, à ce moment-là, cette matière souple va emprisonner en fait, va emprisonner le dard, et à ce moment-là, en s'échappant, elle laisse une partie de ses organes qui restent attachés au dard, et donc elle va en mourir. Donc on récupère du venin, mais sans tuer les abeilles. Voilà. Bien, je vous propose maintenant de passer à la dégustation. Attendez, une dernière question. Oui. Pendant la dégustation, nous, on pourra ranger la salle, donc on a encore une petite marge de manœuvre. D'accord, bien. Puis elle ne sera pas filmée, je pense, la dégustation. Oui, très bien. Donc ça ira. Merci. Moi j'avais une question, j'entends beaucoup parler de miel de Manuka. Est-ce que vous connaissez ce sujet? Est-ce que vous pourriez nous en parler et nous dire ce que vous en pensez? Alors, dans les grandes lignes, on vante les vertus du miel de Manuka parce qu'il aurait quoi, un pouvoir cicatrisant supérieur aux autres. Il faut savoir que tous les miels ont un pouvoir cicatrisant à partir du moment où ils sont frais et qu'ils sont pas biologiquement morts. Voilà. Donc un miel frais, un miel clair, voilà, si je me fais une coupure, une brûlure, je vais prendre un peu de miel et je vais m'en mettre sur ma plaie, et y avoir une action, parce qu'il y a production d'eau oxygénée, entre autres, qui va permettre de nettoyer, de détruire tous les agents infectieux, tous les microbes, et d'assainir la plaie et de favoriser la cicatrisation. Donc ça va en plus activer donc la production de cellules de la peau, et faire une belle cicatrisation. Alors moi, le miel de Manuka, je vais vous dire, pourquoi aller chercher aussi loin du miel? Je veux dire, bonjour l'empreinte en CO2. Donc moi j'avais lu il y a 2 ans ou 3 ans c'était une revue là, qui défend les consommateurs. Ils avaient fait une étude pour voir si on trouvait des pesticides dans les miels, et si les miels bio étaient vraiment bio. Donc ils en ont trouvé 2. Il y en a un qui venait de Tasmanie, et l'autre qui venait du Chili. Alors, faire à du miel 20 000, 30 000 km pour arriver jusqu'ici, on peut trouver de très bons miels, bio aussi chez nous, mais je veux dire, le bio a ses limites, parce que dans un environnement pollué, je ne vois pas comment on peut échapper aux insecticides, ou aux pesticides de façon générale. Ce que je voudrais encore ajouter, c'est que forcément dans un miel bio, on en trouvera peut-être un peu moins que dans un miel conventionnel, mais très honnêtement, je veux dire, pour faire un miel bio vraiment pur, il faut se retrouver dans des conditions particulières, et qui existent très peu, donc au milieu d'un parc, et encore, vous savez, toutes ces molécules chimiques, pour une grande partie, partent dans l'atmosphère, et ensuite sont déposées sur l'ensemble de la planète. On retrouve des produits organophosphorés dans la graisse des phoques, sur la banquise. Dites-moi où ils ont côtoyé. Ils ont côtoyé ces pesticides. Voilà, on va les retrouver dans l'eau, puis le poisson va les consommer, par le biais du phytoplancton, et puis voilà, c'est la chaîne alimentaire, voilà, c'est l'accumulation des molécules chimiques, qui fait que donc aujourd'hui un miel bio, disons un miel qui ne contient aucune molécule, c'est quasiment impossible à trouver.
Un jour, j'avais lu que le miel bio est surtout bio, non pas parce que les abeilles butinent bio, mais parce que l'apiculteur a des moyens de récolte, voilà, qui sont différents d'un apiculteur à l'autre. Au niveau du traitement, des traitements qu'il utilise, du matériel qu'il utilise. C'est plutôt à ce niveau-là qu'un miel. Voilà, mais j'y connais pas plus. Alors moi, je suis On va passer à la dégustation. Oui, je suis très sensible à ça. Je veux dire, dans mon métier. Alors ici, dans le public, vous avez Pierrette Geoffrey, qui est une ancienne amie, enfin et collègue, et qui a travaillé au labo. Et elle peut en témoigner. On a fait chez nous, dans notre laboratoire, de gros efforts pour moins exposer les personnels. Et aujourd'hui, on travaille normalement avec d'auxiliaires. Donc moi, je dispense aujourd'hui des nématodes, du bacille, des araignées, des micro-guêpes. J'utilise ces animaux pour faire de la lutte bio. D'accord ? Mais néanmoins, il y a un parasite, par exemple le puceron, qu'on ne peut pas contrôler. Et à ce moment-là, on est obligé d'utiliser des molécules chimiques. Donc on fait ce qu'on appelle de la lutte raisonnée ou de la lutte intégrée. Et pour l'apiculture biologique, c'est la même chose. Donc l'apiculteur bio n'utilise aucune molécule chimique ou de synthèse. Le problème, c'est que les produits qui sont aujourd'hui mis sur le marché sont à base d'une huile essentielle, c'est l'huile essentielle de thym. Oui, c'est ça, de thym. Et donc cette molécule s'appelle le thymol. Eh bien, le problème, c'est que le thymol, c'est un produit bio, d'accord, mais il est miscible, on le retrouve en forte concentration dans la cire. C'est un corps gras, c'est une huile, donc il va se mélanger au corps gras. On a découvert qu'on utilise en fait ces produits-là pour lutter contre un parasite, le parasite numéro 1 de l'abeille qui est le varroa destructor. Eh bien, aujourd'hui, avec des taux d'efficacité qui étaient aux alentours de 70-75%, aujourd'hui on vient de se rendre compte que maintenant il y a des résistances en plus. Moi, je veux dire, le miel bio, c'est bientôt fini, si ça continue comme ça. Alors, moi, je fais attention, mais j'utilise effectivement une molécule acaricide, donc, en absence de mielé, c'est-à-dire quand le miel est terminé, c'est-à-dire à partir de la fin août et courant septembre. Les récoltes de miel se font en avril, mai, juin, juillet. Voilà. Donc, en absence de miel. Donc, mais c'est le seul moyen. Moi, j'utilise cette molécule chimique. Pourquoi ? Parce qu'elle a un taux d'efficacité qui est de 97 à 98%. Moi, je veux sauver mes abeilles. Comprenez bien qu'on peut faire appel à la médecine naturelle, d'accord, mais le jour où vous avez vraiment un cancer et qu'il faut faire de la chimio, vous faites une chimio. Donc, il faut rester équilibré. Donc, vouloir faire du tout bio à tout prix, pour moi, c'est un non-sens. Il faut quand même peser les avantages et les inconvénients, à la fois du bio ou des méthodes naturelles, et puis des méthodes de certaines molécules chimiques. Mais ce n'est pas les mêmes molécules chimiques qui tuent vos abeilles. Vous avez un discours qui est difficile, je veux bien le comprendre, je peux tout entendre. Mais donner ce type de discours, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dire il va falloir qu'on aille vers le bio et que, de toute façon, il est possible qu'un jour ce soit contraint et forcé. Et je veux dire, c'est délicat. Ce qu'on vient d'entendre, oui. Si on a des gamins dans la salle, l'impression et l'empreinte que vous laissez, on n'avait pas de chimie avant. On faisait de l'abeille. Vous l'avez dit, 6000 ans avant Jésus-Christ. Enfin, 6000 ans. Les Grecs, oui, mais à Athènes, faisaient de l'abeille. Permettez-moi de répondre. On n'avait pas de varroa. Pourquoi on n'avait pas de varroa ? Pourquoi on n'avait pas de varroa ? Parce qu'il n'y avait pas d'échange. Mais on vit aujourd'hui au XXIe siècle. Non, mais ça, je sais. Je veux dire le varroa, c'est un parasite spécifique d'une abeille qui s'appelle Apis ceranae, qui se trouve en Asie, et qui a développé une cohabitation avec ce parasite sur des centaines, voire des millions d'années. Vous ramenez ce parasite sur la Apis mellifera, écoutez, si on n'avait pas traité, je vous dis franchement, aujourd'hui, il n'y aurait plus d'Apis mellifera, il n'y a plus d'abeilles. L'abeille est décimée. Je sais ça. Vous allez chercher d'ailleurs des abeilles ailleurs. En France, on va chercher, il y a beaucoup d'apiculteurs qui vont chercher des abeilles ailleurs. Donc, oui, enfin, nous, on ne l'incite pas. Oui. L'apiculteur, ça va être un éleveur d'abeilles. Donc nous, on fait tout le contraire. On a un discours vraiment inverse. Effectivement, il y a des échanges. Lui-même ses rênes. Effectivement, il y a des échanges. Mais si on continue comme on continue aujourd'hui, vous savez très bien que vos abeilles, c'est terminé. Donc le message que l'on doit faire passer, je comprends que vous utilisiez cette molécule, mais malgré tout, essayez de faire passer un message qui dise que vous aimeriez bien
ne pas en avoir besoin. Il va falloir aller vers ça. Mais ça, c'est Ça qui sous-entendu. est important. C'est sous-entendu, je pensais à Non, mais aussi mal il ne exprimé. faut pas le sous-entendre aujourd'hui, parce que on a eu un débat dimanche avec quelqu'un. C'est pareil. On nous dit nutritionnellement, les OGM sont pas dangereux. Nutritionnellement, le conventionnel ou le bio, c'est la même chose. Il faut arrêter avec ces discours-là. Il faut arrêter. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, non, mais c'est juste la sensibilisation. Parce que les gamins, eux, lorsqu'ils prennent ce message, ils disent l'OGM, je m'en fous. Nutritionnellement, c'est pareil. Le bio, le conventionnel, nutritionnellement, c'est pareil. La lutte raisonnée. Quand on parle de lutte raisonnée, il faut refaire l'histoire. Vous savez ce que c'est? L'agriculture raisonnée, c'est la FNSEA. La FNSEA a pris ce terme pour pouvoir contrer le biologique, le bio. Donc voilà, l'agriculture raisonnée, c'est de la pub de la FNSEA, c'est du greenwashing. C'est ça. Donc il faut qu'on fasse attention avec les termes. J'ai pas de doute que vous essayez de faire le mieux possible et qu'il y a des moments... mais il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Parce que je sais que chez les jeunes, ça porte. Bien. Merci. Et laissez-moi comme le dernier mot. Laissez-moi le dernier mot. Moi, aujourd'hui, mon choix, c'est où je perds mes abeilles, ou je les sauve. J'ai pas le choix. Clairement, je n'ai pas le choix. Je le dis clairement les choses. Si aujourd'hui, je n'ai pas cette molécule, mes abeilles meurent. Les abeilles meurent. Et donc, mon souhait, c'est ça. Hein, c'est pouvoir faire du bio. D'accord ? Le jour où on me sort une molécule voilà, qui est efficace, ben, je serai le premier à l'utiliser ou à la tester. Mais aujourd'hui, très honnêtement, je n'ai pas le choix. Et je vois, bien sûr, dans mon association, on est près de 140, je forme chaque année une vingtaine de nouveaux apiculteurs, je vois des gens qui partent avec cette idée-là. Hein, et qui décident soit de ne pas traiter ou à utiliser des molécules avec... ils perdent leurs abeilles, c'est systématique. Ils perdent leurs abeilles, ils perdent leurs abeilles. Donc, moi, je fais de la lutte bio. La lutte bio, c'est quoi ? C'est pas la stratégie du bio, c'est pas éradiquer les parasites. C'est arriver à vivre avec les parasites, d'accord ? En les maintenant à un niveau suffisamment bas, qui ne sont pas préjudiciables d'un point de vue économique, hein, pour que voilà, les activités soient encore rentables. Donc, ce que je fais avec le varroa, voilà, on ne se débarrassera plus de ce parasite. Il faut arriver à vivre avec et à faire baisser voilà, contrôler le niveau de développement pour que l'abeille puisse survivre. Mais je répète encore une dernière fois ça. Aujourd'hui, on en est là. Si on ne traite pas nos abeilles, l'abeille disparaît. Et d'ailleurs, les peuples sauvages qui sont non traités meurent. Dans les 2 ans, ils meurent. Parce que ce parasite, comme dit, alors il y a des travaux et il y a des travaux. Alors j'étais au Congrès national de l'apiculture là à Colmar, hein, qui s'est déroulé il y a 3 ou 4 semaines. Alors l'espoir des apiculteurs, c'est quoi ? C'est par sélection et par élevage arriver à faire ressortir les qualités qu'on va retrouver chez cette fameuse autre abeille du Moyen-Orient, là, hein, Apis ceranae, pour arriver à ce que l'abeille puisse cohabiter, hein, l'abeille Apis mellifera puisse cohabiter avec ce parasite, surtout grâce à ses qualités de nettoyeuse. C'est-à-dire qu'elle serait capable de détecter, hein, grâce à l'odeur, hein, détecter la présence dans les cellules derrière l'opercule de ce fameux varroa, et donc ce qui pousserait donc les ouvrières à désoperculer la cellule infectée, à retirer la larve et à l'emmener à l'extérieur de la ruche. Donc, voilà, les espoirs sont là. Hein, il y a des gens qui travaillent très sérieusement dessus, avec des espoirs de réussite, on va dire à peu près à 8-10 ans. Il y a déjà des premiers résultats qui sont prometteurs. Donc, dès qu'on aura cette abeille sera au point, hein, et qu'ils auront fixé les caractères génétiques, hein, et qu'on pourra ensuite la multiplier, croyez bien que je serai le premier à essayer, hein, à essayer de voir et à utiliser ça.